Bonjour et bienvenue sur Sciensationnel. Aujourd'hui, nous allons aborder le nouveau thème pour les premières en enseignement scientifique, à savoir le Soleil, notre source d'énergie. Nous allons commencer par étudier le rayonnement solaire et je vous propose pour ça une activité qui est la suivante. Donc il y a plusieurs documents à étudier, comme souvent, et en vous posant une question simple qui est la suivante. Comment le Soleil nous réchauffe-t-il? Est-ce que le phénomène est sensiblement le même que lorsque l'on fait bouillir de l'eau dans une casserole et que nous approchons nos mains et que nos mains sont réchauffées par l'eau chaude? Comment ça marche? Le Soleil, il est très très loin, et entre la Terre et le Soleil, il y a du vide. Or, pour que le mode de transfert thermique dont je viens de parler à travers cet exemple de la casserole, pour qu'il ait lieu, il faut des molécules entre la source de chaleur et vous, pour pouvoir le sentir. C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Alors, mode de transfert thermique, c'est notre premier document. Il existe plusieurs modes de transfert thermique, la conduction est le mode de transfert que l'on connaît bien. Lorsque l'on trempe une cuillère en métal dans l'eau bouillante, c'est la conduction thermique qui va se produire, qui va réchauffer la cuillère. Un autre mode de transfert thermique est la convection. C'est un mode de transfert qui est propre au fluide. Et le dernier mode de transfert est le rayonnement. Et on voit un document en dessous qui nous permet de savoir quelles sont les différentes caractéristiques de ces modes de transfert thermique. On voit que le rayonnement est le seul qui peut se propager dans le vide. Et ça c'est important, puisqu'entre le Soleil et la Terre, il y a du vide. Donc il faut bien que ce soit un mode de transfert qui ne nécessite pas d'avoir de molécules. Donc ici on voit que ça nécessite un contact, et donc ce n'est vraisemblablement pas par convection, par conduction que le Soleil nous réchauffe. Donc des rayonnements électromagnétiques, des ondes électromagnétiques. Ok, donc pour la première question, déterminer à partir de quel mode de transfert thermique le Soleil réchauffe-t-il la planète, il faut répondre que le mode de transfert thermique qui va permettre de réchauffer notre planète est le rayonnement. Tout de suite, on peut attaquer la question 2. Trouver la principale raison qui explique pourquoi, bien que la température du Soleil soit impressionnante, la température moyenne de l'atmosphère n'est que de 15 degrés Celsius. Alors la température du Soleil, elle est donnée dans le document par T majuscule Soleil. Vous voyez que c'est 5778 Kelvin. Et nous, on n'en a que 15 degrés Celsius, donc à peu près 300 Kelvin. Il y a un problème. Parce qu'un rayonnement, il ne va rien rencontrer sur son trajet, puisqu'on vient de dire qu'il y avait du vide entre la planète Terre et le Soleil. Ça veut dire qu'entre le Soleil et la Terre, il va y avoir un problème de réception de cette énergie thermique. Pour répondre à cette question, il faut utiliser le document 3. Le document 3 vous explique que pour une même surface à proximité du Soleil, vous n'aurez pas la même puissance lumineuse plus loin. Comment ça marche? Ici, imaginons que cette surface en jaune soit 1 mètre carré. On voit qu'il y a un certain angle. Et plus on s'éloigne de la source de lumière, on va obtenir de plus en plus de surface à éclairer. Et qu'est-ce que ça nous dit ça? Eh bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que si j'essaie d'éclairer un objet en étant proche, vous voyez comme ici, eh bien la plupart de la lumière va servir à illuminer l'objet. En revanche, si je m'écarte, qu'est-ce que je vais commencer à illuminer? En fait, je commence à illuminer ma pièce. Et donc la pièce va être illuminée, je ne peux pas l'illuminer à partir de rien. C'est à partir de la lumière qui à la base était concentrée sur ma main, et ce faisant, elle va être divisée sur toute la surface que j'essaie d'éclairer. Vous voyez? Et donc c'est cette notion-là qui va être importante pour répondre à la question numéro 2. Donc il y a bien cette notion de division de la puissance de l'intensité lumineuse. Pour la troisième question, en sachant que 1 joule équivaut 1 kg mètre carré par seconde au carré, montrez que l'équation d'Einstein est homogène, c'est-à-dire que les unités sont respectées à droite et à gauche de l'équation. L'équation d'Einstein. Alors vous la connaissez très probablement, c'est E égale mc2. Très bien, alors qu'est-ce qui nous est dit dans le document 3? Il nous est dit que l'énergie est en joules, que la masse est en kilogrammes et que la célérité est en mètres par seconde. Donc ce que cela veut dire, c'est que si on essaye de marquer, si l'on essaie de remplacer dans l'équation, on devrait obtenir exactement ce qui est affiché dans l'énoncé, c'est-à-dire 1 kg mètre carré seconde moins 2. C'est assez simple, mais c'est juste qu'il faut que vous vous en rendiez compte une fois dans votre vie. Donc joule égale kilogramme, et nous avons fait quoi? Fois mètre par seconde moins 1, le tout au carré. On développe la puissance, ce qui nous donne effectivement mètre carré seconde moins 2. Voilà comment ça marche. Donc effectivement, on retrouve la règle que 1 joule est égal à 1 kg mètre carré seconde moins 2. Donc Einstein n'a pas cassé la science quand il a découvert E égale mc2, pas au niveau des unités en tout cas. En revanche, ce qu'il a montré, c'est que l'énergie
était une conversion de la masse. En tout cas, on pouvait l'exprimer comme tel. Cela signifie que lorsque vous émanez de l'énergie thermique, comme actuellement, vous êtes en train de réchauffer l'air qui vous entoure, vous êtes en réalité en train de perdre une masse. Alors si nous faisions le calcul, vous verriez que cette masse est ridicule. C'est quand même intéressant de savoir que toute énergie provient quelque part d'une perte de masse. Alors elle n'est pas perdue finalement puisqu'elle est transformée sous forme d'énergie. C'est ce que veut nous dire l'équation E égale mc2. Alors justement, exploitons ça. Voyons voir ce que le Soleil a dans le ventre. Sachant que la fusion des noyaux d'hydrogène dans le Soleil produit une puissance radiative P radiative. Alors P radiative, il a été donné plus haut, ça fait partie des éléments qui ont été donnés dans le doc 2. Puissance radiative est égale à 4 x 10 puissance 26 watts. On peut en déduire la variation de masse du Soleil à chaque seconde en tonnes, à l'aide des équations suivantes. Donc nous avons de quoi déterminer delta E. Delta E, c'est quoi? C'est une certaine puissance fois une unité de temps. Et de l'autre côté, on a l'expression de la variation donc, de l'énergie. Delta E, ça veut dire variation de l'énergie. C'est un intervalle d'énergie. Et nous avons ensuite la valeur absolue de delta M, c'est-à-dire la variation de masse. Alors j'aimerais que vous ayez une méthodologie. Essayez de diagnostiquer qu'est-ce qui vous est demandé, qu'est-ce que vous devez déduire dans la question. Et bien ici, on dit, on peut en déduire la variation de masse du Soleil. Donc c'est-à-dire que vous pourriez chiffrer ça. Donc ça veut dire que la variation de masse du Soleil, c'est votre inconnu. Donc c'est ça que vous devez cibler. Maintenant, on va procéder par élimination. Est-ce que vous avez tout? C au carré, vous l'avez. En fait, il est donné dans le document 2. Vous avez la célérité d'une onde électromagnétique dans le vide, c'est-à-dire la vitesse de propagation de la lumière. Donc ça, nous l'avons. On a juste à l'élever au carré, c'est bon. Delta E, est-ce qu'on l'a? En fait, delta E, on l'a si on sait calculer P fois T. Donc, c'est pas mal. On a P, qui est donc en fait la puissance radiative, donc ça, c'est OK. Nous sommes juste manquer peut-être de temps. Alors le temps, c'est un peu spécial. Ici, on va essayer de l'incorporer, d'accord? En fait, ce qui est demandé, c'est à chaque seconde. Donc on va essayer d'être vigilant et de faire une masse par unité de temps. On va essayer de trouver ça. Donc pour ce faire, ce que je vous propose, c'est vu que delta E est égal à P fois T, mais qu'aussi delta E est égal à la variation de masse fois la célérité de la lumière au carré, eh bien on va pouvoir écrire P fois T est égal à delta M fois C au carré. Et là, vous voyez qu'on va pouvoir isoler ce qui nous intéresse. Alors, comment on isole ce qui nous intéresse? On va essayer d'obtenir donc une masse par unité de temps. Imaginons que je vous dis, j'ai un régime formidable, vous perdez 1 kg par jour. Alors, je vous le déconseille, ce serait bien trop dangereux, mais en gros, 1 kg par jour. Par, ça veut dire diviser. C'est notre objectif, c'est obtenir ça, égale quelque chose. Donc, on va essayer d'isoler ça. Donc, on va faire quoi? On va respecter simplement ce que c'est que le principe d'une égalité. Nous allons faire les mêmes opérations à gauche et à droite des équations. Qu'est-ce que je veux faire pour isoler delta M? Eh bien, j'aimerais enlever C carré. Donc la première chose que je vais faire, c'est diviser par C carré des deux côtés. De cette manière-là, et uniquement de cette manière-là, je viens de respecter le signe égal. Théorème du Schlag-Schlag. Schlag, Schlag, hop, c'est fini. On a effectivement maintenant l'équation suivante. Delta M est égal à P fois T sur C au carré. Nous aimerions que T soit de l'autre côté. Rien de plus simple, on divise par T des deux côtés. Et une fois qu'on en est là, on a juste à refaire le théorème du Schlag-Schlag. Schlag, Schlag. Et voilà ce que nous avons. Nous avons répondu de cette manière-là à la question que vaut la variation de masse par seconde. Et il va falloir simplement rajouter les valeurs numériques. Donc nous avons 4,8 fois 10 puissance 26 watts divisé par 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et ça nous donne 4 fois 10 puissance 9 kg par seconde. Comment on sait que ce sont des kilogrammes par seconde? Parce qu'il est dit dans le document que nous avons une masse exprimée en kilogrammes et le temps que c'est par seconde. Donc on doit essayer de trouver ça de cette manière-là. Pour les plus aguerris, vous pouvez retrouver exactement cette égalité au niveau des unités en n'oubliant pas que watt signifie joule par seconde. La consigne était de déterminer ça en tonnes. Donc essayons de convertir ça en tonnes. Nous avons des kilogrammes par seconde. 1000 kilogrammes, c'est une tonne. Donc nous avons 4 millions de tonnes par seconde. Donc le Soleil perd 4 millions de tonnes par seconde. Attendez, quoi? 4 millions de tonnes par seconde? Et c'est là où je vous propose
la dernière question de l'exercice qui est la suivante. Est-ce que cette cadence est inquiétante? Vous aiderez de la masse du Soleil disponible pour identifier précisément quand viendra l'épuisement du Soleil. Donc en ne considérant aucun changement fondamental du noyau, de l'astre ou encore des espèces chimiques à l'intérieur du Soleil, considérons simplement cette équation et on va dire, ok, s'il épuise toute sa puissance à rayonner, comment va se comporter sa masse? Donc pour raisonner, on va se dire, j'ai une cadence, je sais exactement combien de masses vont être converties en énergie au fil du temps, et je sais aussi quelle est la masse initiale du Soleil. C'était donné dans les documents précédents. C'est comme si je vous dis, je fais 100 kg, je perds 1 kg par jour. Combien de jours il faut jusqu'à ce que je sois réduit à néant? C'est simple, il faut simplement 100 jours. Eh bien, on va raisonner de la même manière. Mais cette fois-ci, on va essayer de le mettre en équation. On va essayer de mathématiser ça. Nous prenons la masse initiale, par exemple mes 100 kg, et on va essayer de déterminer à combien de moments je vais perdre toute cette masse. Donc le tout doit être égal à 0. Je vais perdre la masse totale. Pour ce faire, je regarde donc notre cadence, c'est-à-dire delta m sur t, qu'on a trouvé comme étant 4 millions de tonnes par seconde, et je le multiplie par un temps, le temps critique, Tc, c'est-à-dire le temps auquel moment le Soleil sera épuisé de sa masse. Donc nous allons devoir isoler Tc. Pour ce faire, on va faire la même opération des deux côtés. Donc voilà ce que j'ai fait. Je vais essayer simplement de mettre Tc d'un côté, vu qu'on a une addition, une soustraction, ici une soustraction, on va devoir séparer les deux termes, pour ensuite pouvoir isoler Tc. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de mettre la masse du Soleil d'un côté, et tout ce qui comporte du Tc à droite. Donc c'est ce qui se passe. Ici nous avons le théorème du Schlag-Schlag encore une fois, car moins Tc delta m sur t plus Tc delta m sur t, c'est égal à 0. Et cette fois-ci, la seule chose que nous devons faire, c'est prendre le paquet qui est à droite et diviser ça de deux côtés. Donc, qu'est-ce qui nous embête? Ce qui nous embête, c'est delta m sur t. On aimerait diviser par delta m sur t, tout bonnement. Voilà ce que j'obtiens. Alors, je rappelle que diviser par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. C'est pour ça que j'ai retourné t et delta m. Alors, pour être sûr que mon équation est correcte, voyons les unités que je devrais obtenir. Pour la masse du Soleil, des kilogrammes. Pour delta m, des kilogrammes. Et on sait que delta m sur t, nous avions des kilogrammes par seconde, ou des tonnes par seconde quand on les avait convertis. Donc ici, ce sont des secondes. Et à droite, nous devons obtenir des secondes. Eh bien, vous voyez, le théorème du Schlag-Schlag va annuler les unités kilogrammes. Nous avons des kilogrammes au-dessus de la barre de fraction, en dessous de la barre de fraction. Et donc, nous allons obtenir effectivement des secondes. Donc, tout colle. Donc, vous êtes normalement capable de savoir si votre résultat est bon en regardant les unités de votre parcours d'équation. Alors, la masse du Soleil, elle est assez colossale. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire 10 puissance 30, 10 puissance 28, 10 puissance 9? On a du mal à se rendre compte de ce que ça veut dire. On va prendre la cadence delta m sur t que nous avons trouvée tout à l'heure, qui était de 4 fois 10 puissance 9 kg par seconde. Et ça, à quoi c'est égal? C'est égal à Tc, notre inconnu. Et cela va nous donner un certain nombre de secondes. Très bien. Que faire de ça? On ne sait pas ce que ça veut dire 10 puissance 20 secondes. Et on va le convertir tout simplement en siècles. Donc, je vous donne la valeur résultante. Donc si je ne me suis pas trompé, il faut plus de 10 puissance 11 siècles pour que le Soleil ne s'épuise que par la conversion de masse en énergie. Je pense qu'on est tranquille pour un bout de temps. En tout cas, ça va pas être ça le problème qu'aura le Soleil. En tout cas, l'humanité ne rencontrera très certainement pas ce problème-là. On est là depuis très peu de temps et ça m'étonnerait que d'ici 10 puissance 11 siècles, nous soyons encore là. Donc est-ce que c'était inquiétant finalement? Non, pas du tout, ce n'était pas inquiétant d'obtenir une cadence aussi élevée. Le Soleil est monstrueusement massif. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo au sujet de l'enseignement scientifique des premières. Bye.